Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et informations que nous avons retenues pour la région, suivies d'une entrevue avec M. Renaud Caillat, membre du conseil d'administration de l'Association Québec-France, pour nous parler d'un tournoi de pétanque qui vise à renforcer les liens entre le Québec et la France. On reçoit Mme Hélène Bouchard, experte renommée en gestion parasitaire, pour discuter des meilleures pratiques pour éviter l'infestation parasitaire. Monsieur Yvon Grégoire, responsable des communications à la CNESST, nous rend visite pour parler de prévention des coups de chaleur pour ceux qui travaillent à l'extérieur. Finalement, Monsieur Baptiste Lang, conseiller aux entreprises à la MRCVR, nous partage les détails de la toute première édition du Rendez-vous entrepreneurial. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. L'équipe de TVR9 a choisi pour vous les actualités de la semaine dans la vallée du Richelieu. Belleuil innove avec la première piscine en eau vive au Québec. L'inauguration du projet pilote a eu lieu au quai du Vieux-Moulin, directement dans la rivière Richelieu. La piscine pourra accueillir jusqu'à 25 nageurs simultanément et sera ouverte jusqu'au 23 août de 15h à 19h. 2 sauveteurs seront présents pour veiller à la sécurité et à l'application des règles, incluant l'obligation pour les enfants de porter des vestes de flottaison. Le projet, réalisé avec un budget de 140 000 $, vise à offrir une solution innovante aux besoins de la communauté, tout en évitant les coûts d'opération d'une piscine traditionnelle. La mairesse Nadine Viau se montre optimiste quant à l'impact positif de l'installation sur les commerçants locaux et prévoit potentiellement étendre les heures d'ouverture si la demande est forte. Les dépassements interdits sur la route 223 à Saint-Basile-le-Grand. Le ministre des Transports a récemment ajouté des lignes doubles sur 61 % de la route 223. L'initiative vise à limiter les dépassements dangereux et à protéger les usagers de la route dans la région. Le ministre et député de Chambly, Jean-François Roberge, a souligné que cette mesure était une réponse aux appels de la municipalité en attendant la réfection complète de la route. Le maire Yves Lessard rapporte que plusieurs résidents estiment que les nouvelles lignes pourraient cependant être mieux positionnées pour une efficacité optimale. Le maire appelle également à la surveillance pour réduire les comportements dangereux, surtout aux heures de forte circulation. Chambly annonce le retour des petits matins. Le programme d'animation estivale gratuit pour les enfants de 4 à 13 ans vise à dynamiser les parcs de la ville et à offrir aux enfants des activités amusantes en toute sécurité. Les animateurs seront présents du lundi au vendredi de 9h à midi dans 5 parcs en rotation, avec une nouvelle activité à chaque jour. Les parcs participants sont les parcs Laurent Blanchard, le parc de Beaulac, le parc Georges Pépin, le parc des Patriotes et le parc du Vernet. Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires et ouvrent chaque mercredi à 19h pour la semaine suivante. Les parents doivent remplir une fiche santé pour leurs enfants avant la participation. En cas de mauvais temps, les jeux sont annulés, mais les parents peuvent vérifier la tenue des activités en appelant la ligne d'information de la municipalité. Saint-Mathieu-de-Belleuil lance un avis de recherche pour trouver son doyen ou sa doyenne. Si vous avez 80 ans ou plus et que vous résidez dans la municipalité depuis longtemps, vous pourriez être le doyen ou la doyenne de la communauté. Si vous croyez être cette sage personne ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bien l'être, il suffit de remplir le formulaire imprimable sur le site Internet de la municipalité. Vous pourrez ensuite le retourner par la poste ou aller le porter en personne au bureau de la ville, 5000 rue des Loisirs. Une activité sera organisée en septembre lors de la séance du conseil municipal pour honorer le doyen ou la doyenne de Saint-Mathieu-de-Belleuil. La ville de Mont-Saint-Hilaire met en garde contre la maladie de Lyme. Transmise par la piqûre de tiques infectées, la maladie continue de poser un risque sérieux pouvant entraîner des conséquences médicales graves. Les tiques se trouvent principalement dans les boisés, sous-bois, herbes hautes et jardins proches de végétation dense. Pour limiter les risques de piqûres, il est conseillé de porter des vêtements couvrants, d'appliquer du chasse-moustique et de rester dans les sentiers aménagés. Après toute activité extérieure, examinez minutieusement votre corps et celui de vos enfants et animaux de compagnie, retirez rapidement toute tique visible et surveillez l'apparition de symptômes tels que rougeur ou fièvre. Le traitement contre la maladie de Lyme avec des antibiotiques est très efficace, mais il doit être administré rapidement. 8 croix en hommage aux patriotes dionysiens tombés au combat en 1837. Grâce à un don de 15 000 $ de la Fondation Antoine Turmel, les croix rendant hommage aux 8 combattants morts lors de la bataille de Saint-Denis-sur-Richelieu ont pu être installées.
Guy Archambault, président de la Société d'histoire des Richelieu, a souligné que les croix sont alignées comme dans un cimetière militaire, honorant le sacrifice des patriotes. Les nouvelles croix en granit remplacent celles en bois plantées en 1987. Ces croix s'ajoutent à d'autres monuments honorant les patriotes à Saint-Denis, dont la Cloche de la Liberté, le bronze de Louis-Joseph Papineau près de la rivière Richelieu et le monument de Louis Marcoux. Les patriotes de Saint-Denis furent les premiers à prendre les armes contre les forces britanniques en 1837, un acte qui marqua une avancée vers la démocratie au Canada. Voilà, c'était vos actualités TVR 9. Monsieur Renaud Caillard, gestionnaire d'un tournoi à venir de pétanque à Chambly, bienvenue à notre studio. Merci. Tout d'abord, qu'est-ce que ce tournoi-là? Ce tournoi-là a comme objectif de relier les Français ou de donner la chance aux Français et les Québécois de se rencontrer pour mieux se connaître, pour jouer ensemble entre Français et Québécois. Surtout dans la période où on le fait, c'est le 13 juillet, qui est la fin de semaine de la fête des Français. C'était l'objectif au départ. Donc, c'est un tournoi que... Est-ce que tous les citoyens peuvent participer? Parce qu'on entend tournoi, donc on veut quand même des gens qui s'y connaissent un minimum. Oui, ça prend des gens qui ont déjà joué à la pétanque au départ. Là, oui. Parce qu'il faut connaître les règles du jeu au départ. On peut être bon, moins bon ou excellent comme jeu de pétanque. Mais tous ces gens-là vont être réunis ensemble. Puis les équipes vont être formées de tous ces gens-là. Oui, oui. Et à quel endroit? Parce qu'on parle de Chambly, mais ça peut être quand même grand comme municipalité. Oui, Chambly, c'est facile. C'est sur la rue Martel à Chambly. C'est en arrière de l'église Saint-Joseph. Il y a un grand stationnement pour l'église. On peut avoir au moins 500 places de stationnement. Et il va y avoir 23 allées de pétanque pour un total maximum de 138 joueurs. Et vous avez eu de l'accompagnement de la ville de Chambly aussi. Ah, définitivement, la ville de Chambly, c'est elle qui est propriétaire du terrain. Où est-ce qu'on va être? Fait que la ville, ce qu'elle fait, ou ce qu'elle va faire, là, c'est préparer le terrain pour cette journée-là. Faire la planification, des infrastructures aussi, là, ça demande des tables, ça demande... aussi, on a une chambre de bain qui est prête là, pour recevoir les gens. Fait que là, à ce moment-là, c'est que tout est organisé en fonction de la ville aussi. Là. C'est la ville qui prépare le terrain, prépare l'infrastructure et tout. Donc, le 13 juillet, les citoyens peuvent se présenter comme participants ou spectateurs. Exactement. À cet endroit-là. Et comment ça fonctionne à leur arrivée? À leur arrivée, c'est qu'à partir de ce qu'on avait prévu, à partir de 7h30 le matin, c'est qu'habituellement, les tournois commencent à cette bonne heure. Mm-hmm. Et 7h30, on fait notre inscription. Si la personne s'était déjà inscrite, par exemple, bien là, on a sur l'ordinateur son nom. Ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, la plupart du temps, c'est que les gens attendent à la dernière minute. Je dirais que 80% des gens qui viennent là, dans des tournois, attendent à la dernière minute pour s'inscrire. Fait qu'on s'inscrit. Après ça, c'est lorsque l'inscription est terminée. Là, à ce moment-là, c'est que on a le club de pétanque de Chambly, un logiciel qui prépare toutes les équipes. Fait que la première équipe, c'est au hasard. Et c'est que suite aux résultats, c'est que les meilleurs deviennent ensemble. On divise les groupes en 3 parties. Les meilleurs, les moyens, les moins bons. Et chaque groupe, après ça, tombe en compétition pour une finale. Fait que l'équipe gagnante, il va y avoir des bourses qui vont être attribuées. Oui, il y a quand même des bourses de prévues pour chaque catégorie de gagnants. Exactement. Il y a des bourses. Le total des bourses, c'est 700 $ au départ. Maintenant, avec 40 participants, on monte ça à 1 000 $ le total des bourses. Puis plus le nombre est grand, plus le montant devient plus grand.
Et en terminant, comment aimeriez-vous inciter les gens à venir et est-ce qu'il y aura une deuxième édition l'année prochaine? Bien, si le résultat est excellent, puis on pense qu'on devrait avoir beaucoup de participants, c'est qu'on devrait le faire l'année prochaine. Maintenant, il s'agit de savoir si ça va être à la même place ou non. À Chambly, on a deux clubs de pétanque et l'autre ne pouvait pas nous recevoir parce que c'est durant une fin de semaine où est-ce qu'il y a un événement pour les vieilles voitures, là, c'est qu'on ne pouvait pas le faire. Mais au moins, l'événement aura lieu derrière l'église, comme vous Derrière mentionnez. l'église, ça c'est l'ancien club de pétanque de Chambly qui s'appelait les Sages de Chambly. Donc, un appel à tous les citoyens qui voudraient participer. Merci, M. Caillat, d'être venu à notre studio aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci de votre invitation. Saviez-vous que le déménagement est une période à haut risque pour les infestations parasitaires? Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Hélène Bouchard. Vous êtes experte en gestion parasitaire et présidente de MBM Gestion parasitaire. Oui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Régional. On va parler de parasites aujourd'hui. Donc, tout d'abord, comment détecter si notre appartement, je viens de déménager, j'arrive dans un appartement tout neuf, c'est quoi les signes que peut-être qu'il y a une infestation? C'est une excellente question. J'aime bien que vous dites un appartement tout neuf, hein, même si c'est neuf, il peut toujours avoir un risque. Donc, lorsqu'on arrive, des signes, exemple pour la punaise de lit, on pourrait trouver des petites taches noires, un peu comme un crayon feutre là, de type Sharpie, de la mine très mince, au niveau des prises électriques et des plaintes. Également, si on avait une aire où quelqu'un était là avant, faisait du télétravail, donc la punaise de lit, elle va plutôt se situer là où on va rester le plus longtemps. On retrouve également quand même assez souvent de la blatte, qui est de la coquerelle, pour vulgariser, pardonnez-moi un peu le nom. Et là, on va la retrouver, elle, en dessous des lavabos de cuisine et de salle de bain. Même chose, les charnières de cuisine aussi, donc ça va se tenir... Dans les milieux plus humides. Bien, les milieux, oui, plus humides, mais c'est un insecte de structure. Donc, partout où il y a de la plomberie, elle va pouvoir se promener là, d'un logement à l'autre. Derrière les électros également, s'il était inclus dans le logement à louer. Donc, il faudrait vérifier ces endroits-là, là, des petites taches noires. Mais pour la blatte, ça ressemble un peu à du grain de café moulu très, très, très finement. Ah oui. Donc, punaise de lit, moi, j'avais toujours l'impression que ça se retrouvait que dans les matelas, dans les sofas, mais donc même un appartement vide, il faut faire ces vérifications-là avant. Absolument. Et c'est bien, si on a eu le temps d'aller visiter le logement et de remarquer où les meubles étaient situés, là, aller voir par la suite. Bien faire un bon ménage aussi, là, ça peut nous aider là, à détecter rapidement. Puis j'aime aussi mentionner aux gens, s'ils peuvent aller s'acheter des trappes collantes, si on veut, des bases engluées. Si on a un doute, on peut mettre ça en dessous des lavabos de cuisine et de salle de bain, mais également près de la chambre et du salon où on place le divan. Donc, comme c'est des insectes qui sont nocturnes, on pourrait là, les retrouver à ces endroits-là. Puis, comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ce type d'infestation-là? C'est quoi les bons réflexes à adopter? Premièrement, ne pas ramasser des meubles sur le bord du chemin, on le sait. Autant la punaise de lit que la blatte, là, que la coquerelle, ça n'a pas de rang social. Hein? Donc, puis moi, j'aime bien dire, plus le meuble est beau, plus il faut faire attention. Il y a peut-être une raison bien particulière qui soit au chemin. Mais par contre, on a des bonnes aubaines, on le sait, là, sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des gens qui vont vendre des choses. Alors, c'est de vraiment bien l'inspecter. Mais aussi, s'il y a un doute, on peut prendre une machine vapeur. Dans le fond, la vapeur, on sait, va tuer tous les stades là, des insectes. Alors, ça peut être une bonne façon, au moins un peu de se protéger. Mais les lieux publics, lorsqu'on est au restaurant ou quoi que ce soit, lorsqu'on se lève, se passer simplement les mains sur le pantalon et ou secouer son manteau lorsqu'on le reprend du vestiaire, c'est des bonnes pratiques là, pour éviter d'en ramener. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas là, dans les lieux publics. Et on va dire que malheureusement, mon appartement est infesté. Qu'est-ce que je dois faire? Surtout ne pas utiliser de produits domestiques parce que ce sont des répulsifs et ça crée une résistance, là, surtout pour la punaise de lit et la blatte. Premier réflexe, contacter le gestionnaire, contacter le propriétaire, il faut le mentionner.
C'est très, très important parce que ça peut se répandre rapidement. Et puis, bien aussi, la fameuse trappe collante là, que je mentionnais qui se retrouve dans tous les marchés de grande surface. On peut s'en procurer en attendant. Et aussi, c'est une preuve. Ça peut détecter, ça fait un certain contrôle, mais ça peut identifier qu'il y a de la présence dans le logement. Alors, oui. Donc, habituellement, on essaie de faire soi-même, mais si jamais ça déborde, c'est hors de contrôle, c'est à ce moment-là qu'on peut faire Bien, on ne le appel, fait pas soi-même, non. On le fait pas non, soi-même. on ne le fait pas soi-même. La punaise de lit et la blatte, on ne le fait pas soi-même. Premièrement, on contacte le gestionnaire ou propriétaire. On peut aller s'acheter, exemple, une base engluée, là, les trappes collantes. Si le propriétaire, ça prend 2-3 jours avant d'avoir un professionnel, c'est une bonne façon, là, au moins, de pouvoir savoir un peu ce qui se passe. Ouais. Et surtout, ne pas utiliser de produits domestiques. Donc, les produits qui sont en vente dans les grandes surfaces et même chez une entreprise en extermination, ce sont des produits domestiques. Il ne faut pas utiliser ces produits-là. Ah, merci, Mme Bouchard, Merci. pour ces bons conseils, ces bonnes pratiques également pour celles et ceux là, qui sont en appartement dans la région. Merci beaucoup. Nous sommes accompagnés de M. Grégoire, porte-parole de la CNESST. Bonjour, M. Grégoire. Bonjour. Vous êtes ici pour nous parler de la prévention avec l'été qui arrive par rapport aux coups de chaleur. Donc, les employeurs et les employés ont certaines normes à suivre pour leur bien-être, évidemment. Quelles sont-elles? Tout à fait. En fait, vous nous donnez l'occasion, vous nous donnez votre tribune pour s'assurer de passer nos messages pour justement rappeler, en fait, aux employeurs et aux travailleurs qu'ils ont des obligations et des droits en matière de prévention, justement, lors d'épisodes de chaleur. On se souvient, on a eu une période de canicule, il n'y a pas si longtemps. Et on en annonce encore dans les prochaines semaines. On n'est pas obligé d'avoir des facteurs humidex qui vont aller à 40-45 degrés. Mais le fait d'avoir une température élevée avec un humidex, c'est déjà une période de chaleur qui rend inconfortable. Donc, c'est pour s'assurer justement que l'employeur prend ses responsabilités et qu'il respecte ses obligations en matière de prévention lors d'épisodes de chaleur. Et concrètement, ça se traduit comment? Quel exemple de gestes que les employeurs peuvent mettre de l'avant? Ben, en fait, on va tenter de démystifier deux choses. L'employeur devrait travailler en amont, en fait, pour pouvoir se préparer un plan d'action. Un plan d'action, c'est-à-dire qu'il va prévoir pour la prochaine année ou les 2 prochaines années un plan pour s'assurer qu'il devra évaluer toutes les fonctions, toutes les tâches de travail qui sont au sein de son entreprise, les cadences et tout ça. Ensuite de ça, de pouvoir bien spécifier les besoins que les travailleurs auront, c'est-à-dire des stations d'eau, les chapiteaux peut-être pour les périodes de repos. Alors, ce qu'on appelle un plan d'action, ce qui va être préparé en avance. Mais quand on arrive dans la période de chaleur ou la période caniculaire, à ce moment-là, on parle plutôt de procédure. Alors, ponctuellement, l'employeur devra prendre des mesures de prévention pour s'assurer que les travailleurs ont des stations d'eau, que les travailleurs prennent des pauses peut-être plus fréquentes qu'à l'habitude, d'avoir des stations d'eau, d'avoir des endroits où les gens pourront se rafraîchir, changer la cadence de travail, faire des rotations de travail. C'est ce qu'on appelle des mesures ponctuelles lors de canicules. Alors ça, c'est l'obligation de l'employeur. Évidemment, il doit en informer ses travailleurs le matin même, lorsqu'ils arrivent au travail, devra lui expliquer les procédures qu'il y aura mises en place à ce moment-là et de s'assurer d'une supervision aussi. Puis d'identifier les mesures de premiers soins. Est-ce qu'il y a sur place déjà des gens qui peuvent prodiguer les premiers soins? Sinon, quels sont-ils s'il arrivait un coup de chaleur? Ce que j'aimerais rappeler aussi pour les travailleurs, c'est d'être vigilants. Vigilants pour eux-mêmes, mais vigilants envers leurs collègues. Parce que les symptômes sont souvent non apparents, mais quand ils commencent à apparaître, des fois, il est un peu trop tard.
Alors, ça prend un peu de vigilance pour s'assurer de se protéger un et l'autre. Et dès que certains symptômes arrivent, bien là, à ce moment-là, d'être prévoyant de retirer cette personne-là. Puis, Et quels sont les secteurs les plus touchés? Parce qu'on parle de différents employés, donc des points d'eau, des trucs comme ça, mais il y a des secteurs qui sont plus affectés que d'autres par les chaleurs. Tout à fait. On a tendance à penser toujours aux gens de la construction, hein, les gens parce que ce sont des gens qui vont travailler physiquement, qui vont travailler en hauteur, les monteurs de charpente d'acier par exemple, mais aussi on a les couvreurs de toiture qui sont aussi avec le reflet, on a les travailleurs municipaux qui travaillent sur l'asphalte. On a à penser aussi aux gens de la foresterie, les reboiseurs, qui est quand même un travail qui peut être exigeant aussi. Et un groupe d'employés qu'on a tendance à oublier, ce sont les gens de la restauration. Aussi, oui. En restauration, on n'a pas toujours l'air climatisé dans une cuisine, alors qu'on va travailler avec une plaque chauffante qui dégage quand même beaucoup de chaleur. Les friteuses, on n'a qu'à penser aussi aux appareils de nettoyage pour les lave-vaisselle qui vont dégager une chaleur, de l'humidité, alors qu'il y a déjà une chaleur ambiante et de l'humidité et qui n'ont pas d'air climatisé. Alors, on pense beaucoup à ces gens-là. Ou toute autre personne qui peuvent travailler aussi dans un endroit, un édifice ou même un entrepôt qui n'est pas climatisé, qui n'est pas ventilé. Alors, tous ces gens-là sont susceptibles d'avoir un coup de chaleur. Alors, c'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, M. Grégoire, d'être passé à notre studio. Et en un seul mot, la prévention, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup. Le 26 septembre prochain aura lieu la toute première édition du Rendez-vous entrepreneuriat de la Vallée du Richelieu et je suis avec M. Baptiste Lang. Vous êtes conseiller aux entreprises à la MRC-VR. Bonjour. Bonjour. Et donc, vous faites partie de ce comité, de ce service qui organise ce fameux Rendez-vous entrepreneurial-là. D'où vous est venue tout d'abord l'idée ou le besoin de créer ce rendez-vous-là? Exactement, comme vous venez de le dire, la MRC de la Vallée du Richelieu organise donc ce rendez-vous entrepreneurial. Ça va être la première édition. Puis l'idée est venue simplement de se dire, il y avait des événements d'envergure qui se déroulaient, principalement à Montréal. Puis nous, on voulait ramener ça directement dans la Vallée du Richelieu pour nos entreprises, puis leur permettre d'accéder à tous les acteurs de l'écosystème, puis à un bel événement entrepreneurial. Oui. Puis, bon, il y en a beaucoup des entrepreneurs dans la vallée. Est-ce que vous savez combien il y a d'entreprises dans la région? On a plus de 4400 entreprises dans la vallée du Richelieu. Donc, c'est un événement qui s'adresse à tous ces entrepreneurs-là? Exactement, ainsi qu'aux gens qui pensent se démarrer en affaires. Oui. Et à quoi on peut s'attendre? Donc, c'est une demi-journée, si je comprends bien. Exactement. Tout en avant-midi, le 26 septembre. On aura une trentaine d'acteurs de l'écosystème qui seront présents pour rencontrer les entreprises, présenter leur offre de service. Donc, toutes les entreprises, les entrepreneurs pourront discuter avec eux directement puis regarder à quoi ils pourraient accéder en faisant affaire avec eux. En parallèle de ça, on organisera aussi des activités, donc des conférences, notamment une avec M. Bruno Guglielminetti sur l'intelligence artificielle, une autre avec le Conseil de l'innovation du Québec sur le lien entre innovation et productivité, qui est un grand enjeu au Québec. Oui. Totalement, surtout dans le contexte actuel. Il va également y avoir des rencontres express de mentorat. En quoi ça consiste? Exactement, la MRC de la Vallée du Richelieu est le référent local du réseau mentorat, donc organise la cellule locale du mentorat. Et nos mentors vont participer activement à cet événement pour rencontrer tous les entrepreneurs qui souhaitent accéder au service de mentorat. Oui. Et bon, cet événement-là, le 26 septembre prochain, ça débute à 8h30 avec l'ouverture des kiosques. Vous l'avez dit, il va y avoir différents partenaires qui vont être là. Donc, si je suis une jeune entrepreneur qui souhaite se lancer en affaires, c'est un événement auquel je pourrais accéder. Est-ce que je dois acheter des billets? Alors, les entrées sont gratuites, mais on recommande quand même à toutes les personnes qui veulent participer de s'inscrire. Les inscriptions se font directement sur notre site Internet. Exactement. Je tiens à remercier aussi pour cet événement nos partenaires qui sont à nos côtés, dont la Chambre de commerce et d'industrie de la Vallée du Richelieu, CAE Capital, le Digifab et le réseau des centres collégiaux de transfert technologique. Oui. Puis, vous l'avez dit dans les deux types de conférences, là, une sur l'intelligence artificielle, une sur l'innovation. Est-ce que vous sentez que c'est un besoin que les entrepreneurs ont d'en savoir plus sur ces sujets-là? C'est définitivement un besoin. Comme je venais de le dire, la productivité, c'est un grand enjeu au Québec. On voit tous les jours des articles de presse qui relatent ça. Donc, nous, on a la chance de faire venir le Conseil de l'innovation du Québec qui va nous parler vraiment de cet enjeu.
L'intelligence artificielle, ma foi, c'est présent, c'est vraiment dans l'air du temps. Donc, comment implanter l'intelligence artificielle au sein des opérations des entreprises, c'est un des grands enjeux de demain pour rester, encore une fois, compétitif. Oui. Donc, on pense que c'est vraiment important que toutes les entreprises soient sensibilisées à ces sujets-là. Et puis, parmi la trentaine d'acteurs qui seront présents, il y en a beaucoup qui peuvent accompagner, qui peuvent aider, que ce soit des partenaires techniques, des partenaires financiers, pour aller de l'avant dans la transformation numérique des entreprises. Donc, un événement qui va avoir lieu à l'hôtel Rive-Gauche de Belleuil. Je le répète, le 26 septembre prochain, les gens peuvent aller s'inscrire directement sur le site de la MRC de la Vallée du Richelieu. Et simplement, là, pour clore cette belle discussion, je voulais savoir quels sont les services que les entrepreneurs peuvent aller chercher à la MRC-VR. Mais à la MRC-VR, on offre toute une gamme de services à travers notre service de soutien aux entreprises. Donc, que ce soit du service conseil, le mentorat, on vient d'en parler. On a aussi un fonds qui nous permet de faire des prêts à terme pour aider les entreprises. Et puis, on organise différentes activités, des séances d'information, des formations. Là encore, tous nos événements sont disponibles sur le site Internet, simplement s'inscrire. Oui. Puis ça nous fera plaisir de rencontrer toutes nos entreprises. On a déjà une belle communauté qui est présente et active. Et puis, pour rester au courant de nos actualités, c'est s'abonner à l'infolette puis suivre notre page LinkedIn. Oui, définitivement. Merci, M. Lang, d'être passé à nos studios aujourd'hui. Merci à vous. À bientôt. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Pour comprendre le phénomène de l'immigration qui touche le Québec actuellement, TVR9 a couvert une conférence de M. Stéphane Henfield, avocat spécialisé en immigration, pour faire le tour du sujet. Ce contenu exclusif de près d'1 heure se retrouve sur tvr9endirect.com. Sur ce, bonne semaine à tous.